Alors, bonjour Hélène. Bonjour Céline. Bonjour, je suis contente de te voir. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé, hein? En Alors, effet. chers auditeurs et auditrices, je suis contente de vous présenter Hélène Rouleau, qui est une personne que j'ai connue à l'Institut d'arbitrage et de médiation du Québec. On était deux personnes sur le conseil d'administration. J'ai eu le plaisir de la côtoyer pendant presque 3-4 ans, je crois, hein? Au moins, on s'est côtoyés. Et surtout, j'ai aussi le plaisir d'être formée par elle et par John Peter Weldon sur l'approche de médiation transformative. Alors, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Et je vais vous présenter avant le cursus d'Hélène. Je vais au plus court parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Donc, Hélène, elle a œuvré pendant 14 ans comme conseiller juridique à la Banque royale du Canada. Et après, vers 2004, elle s'est dirigée vers la médiation. Donc, ça fait 17 ans, Hélène, j'ai calculé. Parce que ce n'était pas écrit. Donc, j'ai fait un petit calcul, 17 ans comme médiatrice, hein, c'est quand même très bien. Et elle est médiatrice accréditée par le Barreau du Québec. Donc, tu es avocate à la base, tu es avocate. L'Institut des médiateurs et des arbitres du Québec et l'Institut aux États-Unis, qui est l'Institut pour le... J'aime pas très parler en anglais. C'est difficile à traduire. En fait, c'est Institute for the Study of Conflict Transformation. Effectivement, on pourrait dire que c'est l'Institut pour l'étude de la transformation du conflit. Mais effectivement, on a tendance à le garder en anglais. Puis même l'acronyme, c'est ISCT. Puis à chaque fois, il faut que je me concentre. Oui, bon, voilà. Et bien, soucieuse, Hélène, de se former aussi. Elle a fait des formations spécialisées qui ont été données par le Barreau du Québec, l'IMAC, HEC Montréal. Tu as suivi des cours d'éthique et philosophie à l'Université de Sherbrooke, ma chère? Et oui, c'est un intérêt personnel que j'avais depuis longtemps. Dès que j'ai quitté mon emploi, en fait, la première chose que j'ai faite en 2004, en 2003, pardon, c'est d'aller m'inscrire à la faculté de philosophie de l'Université de Sherbrooke pendant plusieurs années. J'ai fait des cours simplement par intérêt, oui. Intéressant. Puis ce que je ne savais pas de toi, c'est que tu t'es formée aussi en communication non violente avec Marshall Rosenberg. Tu as fait des groupes de pratique. Je ne savais pas. Vous voyez, je l'ai découvert, cette femme à multiples facettes. Parce que tu sais que je suis aussi formée en communication non violente. Oui. Et puis, tu es allée surtout te former, mais surtout parce qu'on va parler de ça, la médiation transformative en Europe, aux États-Unis, auprès des cofondateurs qui sont M. Robert Baruch-Bush, c'est comme ça qu'on dit, et M. Joseph Folger. Donc, ça, c'est les fondateurs de l'approche de la médiation transformative. Exact. Et tu agis comme médiatrice en matière civile, commerciale, organisationnelle. C'est sûr que toi, tu as une bonne connaissance des organisations et des milieux de travail, hein, avec tout ce que tu as fait à la Banque royale, j'imagine. Tu fais des mandats de médiation, facilitation, évaluation neutre, enquête, harcèlement psychologique. Moi, maintenant, je fais plus des interventions en lien souvent avec des signalements de harcèlement ou en prévention de plaintes, de dépôt de plaintes, mais dans les organisations, les milieux de travail, plus au niveau j'ai laissé tomber les enquêtes, je te dirais, pour me diriger vers quelque chose qui faisait plus de sens pour moi, c'est-à-dire la médiation, l'intervention en conflit de groupe, les évaluations neutres, etc. Je te comprends. Puis, tu formes aussi, soit à l'École du barreau, tu as formé au Barreau du Québec, ministère, était formatrice agréée par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. Et tu es certifiée formatrice par cet institut pour enseigner la médiation transformative. Donc, et voilà, et comme implication sociale, puis on s'est rencontrés sur le conseil d'administration de l'IMAC, où tu as été là longtemps. Et il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais vous dire, mais surtout, c'est qu'on veut parler de la médiation transformative. Alors, on s'est donné 45 minutes, Hélène. Oui. Je ne sais pas si on va réussir. On ne sait pas si on va réussir à se garder dans le temps. On se connaît toutes les deux, alors on sait comment on peut être éventuellement volubile, mais on va garder, espérons-le, l'intérêt de tous et de toutes. Oui, c'est ça. La médiation transformative, d'où vient cette approche? Peut-être la première question, la genèse, la fondation, les fondateurs.
OK. Alors, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Céline, c'est Baruch Bush et Joseph Folger qui sont des Américains. Baruch Bush était professeur à l'université de Hofstra à Long Island, New York, et Joseph Folger était professeur à l'université de Temple en Philadelphie, lui plutôt en psychologie. Et ils ont fondé tous les deux cet institut dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc, pour les fins de la discussion, on appellera ça l'Institut au lieu de l'Institute for the Study of Conflict Transformation. Et ils ont écrit en 1994 un livre qui s'appelle The Promise of Mediation, qui est vraiment le fondement de cette approche-là, qui a été réédité en 2005. On dit réédité parce qu'il a été vraiment complémenté. Ils ont ajouté beaucoup plus d'informations sur les interventions, les outils d'intervention concrets qu'on peut utiliser dans cette approche-là. Alors ça, c'est vraiment le fondement de l'approche transformative. Il y a eu d'autres livres qui ont été écrits par la suite. Je veux juste t'arrêter un petit peu. Oui. Il a été traduit, je crois, en français. Oui, j'y venais justement. Oui. Les grands esprits se rencontrent. Alors, il y a un livre, il y a de l'éclairage, là, je vais plutôt le nommer. C'est un livre, en fait, c'est la traduction de 4 chapitres d'un autre livre qui a été écrit, donc je vous passe le nom en anglais. Le livre s'appelle en français « La médiation transformative, une approche non directive du conflit ». Alors, c'est les éditions, la maison d'édition RS, la collection Trajet. Et laisse-moi juste vérifier la date. C'est ça, je crois. Oui, la maison d'édition est en Europe. Puis j'essaie de voir, j'oublie la date à laquelle ça a été 2018, c'est ça. Donc, c'est sorti en 2018. On a maintenant donc un livre de référence en français qui s'appelle donc La médiation transformative, une approche non directive du conflit. Wow! Donc, ça vient des États-Unis, principalement, et on peut lire qu'ils ont eu des méga expériences dans service postal à un certain moment donné. J'ai lu ça, là, des méga expériences avec des milliers d'employés. Là. Exact. Ben, à l'époque, en fait, c'est vers la fin des années 1990, le US Postal Service, donc le service des postes américains, qui est le 2e plus grand employeur aux États-Unis, faisait face à une accumulation d'environ 14 000 plaintes à travers tout le pays. Et ils ont fait appel à Bush et Folger, qui ont formé, combien c'était, dont j'avais le chiffre pas loin, ils ont formé 1500 médiateurs externes à travers le pays, et ils ont instauré un programme qu'ils ont appelé le Redress Program en 1998. Et pour 12 ans ensuite, ils ont fait plus de 65 000 médiations à travers le pays. Et qui ont fait l'objet, ce qui est très rare, d'une étude par une universitaire de l'Université de l'Indiana, l'Université Bingham, Lina Bingham de l'Université de l'Indiana. Et elle a donc obtenu 140 000 évaluations des employés, superviseurs, gestionnaires qui ont pu participer à ces médiations-là. Et les taux de satisfaction étaient assez élevés. Au niveau du processus, au niveau de l'issue, au niveau de la satisfaction des interventions du médiateur. Et surtout, c'est que ça a mené à une diminution concrète du nombre de plaintes formelles et informelles dans l'organisation, dans son ensemble. Je pense que c'est au total 55-60% de moins de plaintes qu'ils ont eues par la suite. Ce qui a donné à penser, en fait, que les interventions, les médiations avaient eu un impact sur la capacité des gens ensuite de résoudre leurs différends ou leurs conflits par eux-mêmes. Ouais. Alors, c'est ça qui amène en fait l'intérêt. Hein? C'est ça qui nous fait penser, peut-être que ça vaut la peine d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui pourrait faire que ça puisse apporter satisfaction. Pourquoi ça marche? Dans le fond, parce que quand moi je lisais ça, je me disais, ben c'est du solide, là. C'est expérimenté, c'est testé. C'est pas quelque chose là, qui sort d'une boîte là, à la surprise. C'est vraiment testé. Donc, c'est venu des États-Unis, c'est arrivé au Canada. Et toi, tu as commencé à te former. Et après ça, je pense que là, maintenant, c'est vers les Européens et vers l'Europe là, de plus en plus. Hein? Oui, mais c'est ça. C'est en développement un peu partout, aux États-Unis, au Canada, au Québec et en Europe maintenant depuis les dernières années. Il y a des gens en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Pologne, en Tchécoslovaquie. On est
tout un regroupement. Là, il y a des conférences qui sont organisées. J'ai été 2 fois aux Pays-Bas à des conférences internationales là, en 2015 et 2019. C'est super intéressant de voir comment ça a fait des petits, tout ça. Là. Ben Et oui. ça parle aux gens. Et voilà. Alors, mais la vision, pas mais, la vision, et vous savez, moi, j'enseigne la médiation facilitante, qui est un autre modèle. Et moi, je suis vraiment de l'école où j'aime explorer différents modèles. J'ai été formée en médiation transformative. Il y a des choses que j'ai adoptées de cette approche. Puis, il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est que le conflit, on ne le voit pas de la même façon. Il y a une vision propre par rapport au conflit. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi la vision du conflit. Oui, c'est très, très intéressant. Moi, la définition du conflit dans l'approche transformative, moi, me parle beaucoup. Je trouve que c'est très porteur de sens. Dans l'approche transformative, on définit le conflit comme étant une crise d'interaction humaine. Une crise parce que c'est un moment dans le vécu ou la relation entre les participants, entre les personnes. D'interaction parce que c'est un phénomène dynamique qu'ils ont entre eux. Hein? Dès qu'on est 2 personnes en interaction, comme toi et moi, on était en train de se parler, on est dans une dynamique. Qui dit dynamique dit possibilité que ça bouge, que ça change, que ça évolue. Donc, crise d'interaction humaine parce que les réactions qu'on retrouve à l'intérieur, donc conflit, sont universelles à tous les êtres humains, les impacts, etc. Alors ça, c'est la définition du conflit dans l'approche transformative. Et il y a parallèlement à ça des prémices qui sont assez fondamentales à cette approche-là. Et ces prémices-là, c'est que les personnes, les êtres humains, portent en eux-mêmes la capacité et la motivation de se sortir de la crise. Pourquoi? Parce que tous les êtres humains en fait, c'est les mêmes études qui ont fait état des impacts négatifs du conflit, hein, la détérioration, la déstabilisation, la colère, la confusion et par là l'hostilité, la méfiance, la fermeture, ces impacts négatifs. Donc, les mêmes études ont fait état de quelque chose de plus positif qui loge également à l'intérieur des êtres humains. C'est-à-dire, on a tous une volonté et une capacité de se prendre en charge, un besoin de se prendre en charge, une volonté d'autonomie. Et l'autodétermination, le fameux principe en fait, on va aller vers ça tout à l'heure. On va aller vers ça, OK. Donc, l'autonomie. On a ça. Et parallèlement, on a ce besoin de connexion à l'autre. Je vais revenir à la crise dans une seconde, je vais fermer la boucle. Mais donc, on a ce besoin d'autonomie, de vouloir se prendre en charge, cette capacité, cette volonté de se prendre en charge. Et on est tous interreliés, hein? On est tous liés les uns aux autres et on a tous ce besoin de connexion à l'autre. Et il se trouve que dans cette crise, dans ce conflit, ce sont justement ces 2 axes-là qui sont affectés. Si je me sens déstabilisée dans l'impuissance, la frustration, je ne suis pas au meilleur de moi-même. Donc, c'est plus difficile de pouvoir me nommer, décider, donc exercer ce désir d'autonomie. Et parallèlement, je me coupe de l'autre, je me ferme. Et si je fais ça, bien, ça m'affecte parce qu'en réalité, fondamentalement, on a tous un besoin de connexion avec les autres. Oui, alors, on est des êtres de tribu, hein? On se définit dans nos relations. Il faut appartenir à un clan, il faut appartenir à une tribu. Là. Donc, ça, c'est vraiment fondamental, un besoin l'humanité profonde de chacun, de se relier. Exact. Donc, c'est là que les interventions qu'on va développer dans cette approche-là, ça nous fait tirer la conséquence, la conclusion que c'est ça qui affecte vraiment les personnes qui sont impliquées dans un conflit, le fait de ne plus pouvoir exercer cette autonomie parce qu'on n'est pas au meilleur de nous-mêmes, on est affecté, et le fait d'être coupé de l'autre. Et de là part la motivation de se sortir de la crise et d'aller vers autre chose. Vers le mieux-être. Oui, tu sais, il n'y a personne qui est bien dans un conflit. Moi, je n'ai jamais rencontré une personne qui est bien dans un conflit. Les gens, des fois, me disent en formation, oui, mais il y en a qui courent après. Tu sais, on le sait, là, on l'entend souvent, tu sais, mais il y en a qui ont l'air à aimer ça. Tu sais, ils sont toujours dans une situation où ils vont aller chercher le trouble. Puis en réalité, j'aime bien répondre à ça. Moi, quand cette personne-là est couchée à 3 heures du matin dans son lit toute seule, est-ce qu'elle est vraiment bien? La réponse est généralement non. C'est sûr. Puis, donc, et là, le principe de l'autodétermination,
Si tu me parles d'autonomie, tu faisais une différence entre autonomie et autodétermination. C'est quoi là? Ça semble être au cœur de ça, mais... Oui, exact. Ben, donc, j'ai parlé peut-être on a parlé de la crise, là, de la Oui. définition du conflit dans cette approche-là et des prémices sur lesquelles on se fonde. Alors, à cause qu'on sait que c'est si important pour les gens cette autonomie, ce désir d'autonomie et ce besoin de connexion, l'approche va dire, mais donc, c'est ça qu'il faut aller travailler. Hein? Il faut essayer d'aider, d'accompagner les gens pour qu'ils retrouvent leur capacité de pouvoir se nommer, de pouvoir décider et qu'ils retrouvent la capacité de s'ouvrir à l'autre, de considérer son point de vue, sa perspective. Alors, on va travailler là-dessus et tout ce qu'on va faire dans cette approche-là comme intervenant en résolution de conflits, comme médiateur, va viser ce but-là, viser à aider les personnes à retrouver ça. Et oui, on parle de l'autodétermination, comme dans toutes les formes de médiation. Hein, on dit souvent que les gens ont le pouvoir de décider en médiation. On ne va jamais leur imposer quoi que ce soit. Hein. Et par contre, souvent dans certaines formes de médiation, on va avoir tendance à dire, bon, on dit en fait que les participants ont le pouvoir sur le fond, sur le contenu, et le médiateur guide le processus. C'est le médiateur qui dirige le processus. Dans cette approche-là, on va pousser encore plus loin le principe d'autodétermination des personnes qui sont impliquées dans l'intervention, dans la conversation. On va leur remettre le pouvoir de décider de tout ce qui va se passer dans la conversation, incluant les décisions de processus, incluant de quoi ils veulent parler, comment ils veulent en parler, combien de temps ils veulent en parler. Alors, on revient à la base, à l'idée que les personnes portent en elles-mêmes cette capacité. C'est juste que là, ils sont déstabilisés temporairement, disons, et on va leur remettre ce pouvoir-là graduellement. Alors, toutes les interventions que je vais faire vont être une occasion pour la personne de, elle, décider ce qu'elle souhaite, ce qu'elle ne souhaite pas. Alors, moi, je dis toujours aux gens, c'est votre situation, c'est vous qui vivez cette situation-là. Donc, c'est vous qui êtes les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est important pour vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. De quoi vous voulez parler? De quoi vous voulez Pardon? parler? Si vous voulez parler du passé pendant 2 heures, vous en parlez pendant 2 heures. Si vous ne voulez pas parler du passé, mais vous voulez parler du futur, vous choisissez ce dont vous parlez. Donc, c'est tout. Et ça, c'est l'activité du médiateur, c'est la non-directivité. Hein? Ça, c'est un autre principe qui est important, là. Oui, bien, c'est en lien exactement avec C'est ça. l'autodétermination. Hein. Plus on est directif, plus on prend de place et donc moins les participants ont le choix d'une certaine façon, alors que dans cette approche-là, on va remettre aux participants ou à la personne le choix, est-ce que c'est ça que vous voulez ou est-ce que c'est pas ça que vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, et prenons pour exemple qu'il y a un sujet qui a été abordé. Et puis là, ils ont un certain échange, les participants, puis à un moment ou à un autre, je peux faire une intervention pour vérifier ce qu'ils veulent pour la suite. Est-ce qu'ils veulent continuer à parler de cette approche, de ce sujet-là, ou changer de sujet, ou explorer telle option ou telle option qu'ils ont eux-mêmes peut-être mis de l'avant. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut arriver parfois que les gens ne s'entendront pas. Moi, je veux en parler, puis toi, tu ne veux pas en parler. Ah ben oui, Alors, qu'est-ce qu'on fait? le sujet, ben, c'est intéressant parce que là, le sujet de la conversation devient est-ce qu'on devrait en parler ou pas en parler. Mais c'est à nouveau une occasion de mieux comprendre qu'est-ce qui est important pour l'autre, c'est quoi ses priorités, c'est quoi sa vision. Et chaque sujet qui est abordé, que ce soit une question de processus, du genre de quel sujet on va parler, ou de fond, sur ce qui a pu arriver entre eux ou ce qu'ils souhaitent pour la suite, c'est toujours une occasion pour eux d'être en interaction, d'être en échange. Et c'est à travers cela, moi, que j'interviens de façon non directive parce que je m'en remets à eux constamment, mais ça ne veut pas dire que je vais être passive. Je vais intervenir dans leur conversation pour les accompagner là-dedans avec certains outils d'intervention dont on parlera tout à l'heure. Donc, c'est non directif au sens où ce n'est pas moi qui décide pour eux. Je vais leur remettre constamment le pouvoir, mais ça fait en sorte qu'à mesure que je les accompagne là-dedans, ils peuvent graduellement reprendre confiance en eux et parfois éventuellement en l'autre. En fait, ils sont toujours en train de négocier entre eux. Ils peuvent négocier et le sujet et le processus. C'est eux qui décident ensemble, puis le médiateur. Mais qu'est-ce que tu fais comme intervention quand on dit
tu n'es pas passive, tu n'es pas juste Non. là à les laisser parler, puis c'est quoi les interventions que tu vas faire pour, Mais moi, pour les soutenir? j'interviens beaucoup dans les médiations, mais je peux choisir aussi de garder le silence, de rester attentive. Alors, la posture de base est une posture non directive où je vais porter attention à ce qui se passe entre eux à l'intérieur de leur interaction conflictuelle, à l'intérieur de leur conversation, et je reste connectée à où ils sont. Mettons qu'il y en a un des deux qui parle. Je vais commencer en fait peut-être par décrire les outils d'intervention qu'on utilise. Oui, Alors, il y a le reflet, le résumé, la vérification et le silence attentif, le silence intentionnel. Alors, si je viens au reflet, quand une personne s'exprime dans cette conversation-là, je vais complètement me connecter sur cette personne-là, puis je vais refléter ce qu'elle vient de dire le plus complètement possible. C'est-à-dire, je peux refléter le contenu de ce qu'elle vient d'énoncer, puis je peux aussi refléter l'état dans lequel la personne semble se trouver. Et je suis comme un miroir pour la personne. Et le fait que je reflète la personne, ça a beaucoup d'impact. N'oublions pas que ce que je vais chercher à faire, c'est soutenir l'empowerment. Peut-être que je n'avais pas dit le mot encore. On va travailler sur deux axes. On va soutenir l'empowerment. Donc, on va essayer d'aider la personne à reprendre pied, à retrouver une forme de confiance en ses capacités dans son échange avec l'autre. Et on va soutenir parallèlement l'ouverture graduelle à l'autre. Alors, oui, parce que l'autre, quand toi, tu vas refléter, l'autre, il entend, là. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Il n'est pas sourd, il entend là, que tu viens de refléter quelque chose. Lui, il entend peut-être plus encore, parce que là, c'est dit deux fois et de deux bouches différentes. Oui, Ça puis vient pas dans la personne. On sait, hein, le phénomène de fermeture, hein, c'est très physiologique, neurologique, cette affaire-là, que si, tu sais, quand on ne veut plus rien savoir de quelqu'un, hein, on se ferme. On ne veut plus l'entendre, on ne veut plus le voir. Et donc, c'est la même chose quand les personnes sont en conflit. Alors, souvent, le fait que la personne le dit, l'autre ne l'entendra pas, puis parce que là, tout à coup, ça sort de ma bouche, elle va l'entendre. Oui. Mais ceci dit, le reflet sert principalement au départ la personne que je reflète. Alors, mais il demeure qu'eux sont dans une conversation. Alors, moi, je dois m'insérer dans leur conversation, mais leur laisser complètement l'espace de réagir. Ça se peut qu'une personne dise quelque chose, je vais refléter ce qu'elle a dit. Pour elle, ça lui donne vraiment le sentiment d'avoir été entendue, comprise et possiblement, si je n'ai pas reflété adéquatement ce qu'elle a dit, la personne va me corriger. Si elle me corrige, bien, elle va préciser, elle va compléter. Donc, on peut gagner plus de clarté. Des fois, les gens gagnent plus de clarté avec eux-mêmes dans un premier temps. Mais par conséquent, l'autre personne qui entend aussi gagne plus de clarté dans ce que la personne voulait vraiment dire. Et puis, je vais me promener d'un à l'autre comme ça. Alors, je ne vais jamais les interrompre. C'est ça, je vais essayer de ne pas les interrompre parce que je veux leur laisser la place. Ils savent, par mes interventions ou mes non-interventions, qui sont importants, que ce qu'ils disent est important, qu'on leur donne. On essaie de créer un espace où ils vont avoir pleinement le temps et la capacité de nommer le fond des choses, nommer ce qui est important pour eux, ce qu'ils voient dans la situation, ce qu'ils souhaiteraient, comment ils sont affectés, etc., etc. Et donc, ça se passe d'un à l'autre comme ça. Je vais aller physiquement, là, on est habitué maintenant de faire de la médiation en caméra, c'est différent un petit peu. Mais dans une salle, j'ai nommer les noms. C'est ça. Alors voilà, ça c'est une des interventions que je vais faire. Mais après un certain temps d'échange où les gens ont abordé plein de choses, à un moment, il peut arriver qu'ils vont se perdre un peu ou il peut arriver qu'ils ne sauront plus trop où s'en aller. Alors, c'est un moment, un signal pour moi souvent de faire un résumé. Alors là, le résumé s'adresse aux deux. Je ne vais pas y aller de façon nécessairement chronologique, je vais plutôt y aller par sujet. Okay? Depuis le début de la conversation ou dans ce dernier segment de conversation, vous avez abordé plusieurs choses importantes. Vous avez parlé de tel sujet. Vous, Aline, vous pensez telle affaire et vous, Robert, vous pensez telle affaire. Et sur tel autre, il peut y avoir un sujet ou plusieurs. Alors, ça leur permet ça fait comme une carte routière. Ça leur permet de savoir où ils en sont dans leur conversation. Oui. Et souvent, après que j'ai fait un résumé, je vais m'arrêter, pouf, ils vont repartir d'eux-mêmes. Ils savent, ils vivent leur affaire. Hein? Fait qu'ils savent ce dont ils veulent parler. Alors souvent, ça repart tout seul. Si ça ne repart pas tout de suite, mais
là, je peux peut-être vérifier, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant? Aimeriez-vous parler encore de ce sujet-là? Est-ce que vous voulez, bon, je reparle de ce qui s'est dit jusque-là, puis je leur donne le choix quant à ce qu'ils veulent faire pour le prochain pas dans la conversation. Mhm. Puis, et là, je sais parce que je l'ai vécu. Je ne sais pas si tu te souviens, Hélène, on avait fait un cas pratique, on était deux sœurs. Puis c'était, oui, on avait joué un cas, on était deux sœurs, puis c'était un autre qui était le médiateur. Puis à un certain moment donné, à force de faire vos interventions de médiateur non directif, mais présent. Moi, j'ai envie de dire ça. Oui. Non directif, mais très présent, très à l'écoute. Et ce que je perçois, tu me corriges si je me trompe, c'est que tout ça, si l'autre n'est pas capable d'entendre, en tout cas, il y a quelqu'un qui comprend, puis c'est le médiateur, puis l'autre se sent compris. Tout ça, ça doit créer, à un certain moment donné, une dynamique ou de l'espace où chacun se sent compris. En tout cas, par le médiateur, mais à un moment donné, compris l'un par rapport à l'autre, j'imagine, parce que est-ce qu'on peut se dire n'importe quoi en médiation transformative? Est-ce qu'il y a un code où on ne doit pas dépasser? Est-ce qu'il y a des interdits? Oui, alors, il n'y a pas d'interdit, je le dis d'emblée, puis ça, je sais que ça diffère d'autres approches, puis ça préoccupe souvent les médiateurs, puis je peux les comprendre quand on est habitué à faire les choses autrement. Dans cette approche-là, on ne va pas fixer des règles d'emblée, c'est-à-dire des règles de conduite, là, comme on fait souvent dans la médiation. On va quand même leur donner la possibilité. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place quant à la façon dont cette conversation-là va se dérouler? Je vous dirais qu'à 90 du temps, si ce n'est pas plus, les gens vont dire, ben non, on verra. Tu sais, je leur donne des exemples un peu, là, tu sais, parler aux jeunes, ne pas s'interrompre, etc., etc. Bon. Mais on ne va pas chercher... respectueux, pas d'insultes. Ouais. Ben, justement, alors ça, on ne va pas l'imposer parce que, encore une fois, ça leur appartient. Et souvent, la clé, par contre, c'est que moi, je vais leur dire, si vous vivez quelque inconfort que ce soit, dans la façon dont la conversation se déroule, je vous invite à le nommer. Nommez-le, puis on va s'en occuper. Alors ça, c'est clair que je vais dire ça dans tous les cas, qu'ils aient voulu mettre de l'avant une règle ou pas. L'intérêt de ne pas mettre de règles de conduite comme ça, c'est que moi, je suis là pour être neutre, hein, comme tout médiateur, et neutre, impartiale, indépendante. Alors, si on instaure des règles et que les gens disent, OK, il ne faut pas qu'on s'interrompe, il faut parler au jeu, je ne sais pas quoi, c'est comme si je m'instaure en arbitre de ces règles-là. Alors, imaginons un cas où une personne va avoir un élan de colère ou va dire un mot désagréable et que je me permets de lui dire non, 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 monsieur, on ne devrait pas parler comme ça. Les gens, c'est facile de perdre sa neutralité ou surtout l'apparence de neutralité. Les gens sont très, très, très sensibles à ça. Hein? Quand ils sont impliqués dans un conflit, ils vont souvent chercher à nous amener de leur bord, entre guillemets, mais ils vont être très, très, très sensibles aussi à tout signal, aussi minime soit-il, que j'ai pu prendre parti pour l'autre. Alors, en faisant respecter ces règles-là, c'est facile de glisser dans la non-apparence de neutralité. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'il y a de l'information importante dans la colère, dans la tristesse, dans la frustration que les gens peuvent vivre. Je donne juste ces exemples-là en termes d'émotions que les gens peuvent vivre. Et dans l'approche transformative, donc, on ne va pas brimer l'expression de ces sentiments, ces états-là. Et effectivement, des fois, ça peut péter. OK? Puis les gens, les médiateurs, les gens conformes, souvent vont avoir peur de ça. On a peur de perdre le contrôle. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va déraper. Mais ce qui est intéressant, moi, en fait, je vais vous dire que depuis que j'ai connu cette approche-là, de développer ces outils-là, c'est depuis ce temps-là que je suis capable d'intervenir dans des conflits de très haute intensité émotionnelle. Et parce que les outils qu'on utilise sont extrêmement aidants pour les personnes. Alors, au lieu de brimer l'expression de la colère, par exemple, moi, quand je vois ça, je me dis, OK, là, il y a un signal que la personne a besoin de mon aide. Parce qu'on dit souvent que la violence est une absence de mots. Hein? L'agression, la violence, c'est une absence de mots. Hein? On a de la difficulté. Et il y a quelque chose en dessous. Il y a toujours quelque chose en dessous de l'expression de la colère, de la tristesse, du désarroi, etc. Alors, plutôt que de brimer, moi, je vais intervenir
et je vais refléter ce qui vient de s'exprimer. Tu vas refléter la colère, tu vas refléter des mots, tu vas refléter… Je vais prendre des mots-clés que la personne a utilisés. Je ne suis pas obligée de tout répéter. Évidemment, on ne répète pas comme un perroquet, d'une part, quand on fait du reflet, et je ne suis pas obligée de refléter chacun des mots, incluant les mots chargés. Hein? C'est un choix que je peux faire. Je peux aussi le faire, mais c'est surprenant de voir ce que ça peut donner. S'il y a un mot chargé qui sort et que je reflète ce mot-là, c'est pas moi qui le dis. Tout le monde le sait que c'est pas moi qui le dis. Puis je suis pas en train de prendre parti, je suis en train simplement de servir encore. C'est l'autre personne qui le dit, c'est pas moi. Si je reflète ce mot-là, il y a plusieurs impacts possibles. Un, la personne tout à coup va s'entendre. Oh, j'ai-tu dit ça, moi? J'ai-tu dit ça? Ils vont peut-être parfois vouloir se rétracter. Oui. Ou bien, je vais refléter le mot chargé, puis la personne va expliquer. Oui, je pense ça parce que, puis là, ils vont donner de l'explication, puis tout à coup, on s'en va ailleurs. Tout à coup, on va aller plus profond, plus en dessous de cette émotion qui a été exprimée, et du coup, ils ne sont plus ailleurs. Et puis, l'autre point, j'achève, c'est que si je ne reflète pas, ou si au contraire, je brime l'expression de ça, ce qui va arriver, c'est que la personne va m'écouter. Évidemment, je suis la médiatrice. Souvent, les gens vont écouter ce que le médiateur dit. Ils sont polis. Ils sont polis. Hein? Si elle pense que je ne devrais pas, OK, je vais me taire. Mais qu'est-ce qui arrive après? Souvent, la personne reste chargée. Elle n'en pense pas moins. Ils vont partir, ils vont faire ce que je vais leur dire, ils vont parler gentiment de où je veux qu'ils aillent ou quoi que ce soit. Puis après, ils vont sortir de la salle, mais ils n'auront pas évacué ça. Ils vont être encore bloqués là. Souvent, hein? Ce n'est pas garanti, là. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais c'est là l'avantage de ne pas réguler, de ne pas chercher à encadrer trop fermement les gens, mais plutôt aller au cœur. C'est ça qu'ils pensent, c'est ça qu'ils pensent, c'est ça qu'ils ressentent, c'est ça qu'ils ressentent. Aussi bien donner l'occasion de le faire dans un environnement plus sécuritaire, c'est-à-dire en ma présence, avec mon accompagnement et mon soutien, pour peut-être passer à travers ce qui est en dessous de ça, puis éventuellement s'en aller ailleurs. Donc, ça permet vraiment de crever l'abcès. Si je pense que, par exemple, je suis tellement en colère, puis je dis de mon patron ou d'un collègue, c'est un vrai salaud, là, toi, tu vas dire, salaud? Salaud, oui, parce que non. Exact. Puis l'autre, il va entendre ça, mais il va peut-être avoir le goût de réagir aussi si je le traite de vrai salaud. Oui, bien, c'est un autre avantage. Si je laisse aller, je suis là toujours, tu sais, je les empêcherai pas, mais je les lâche pas. Je les lâche pas. Et effectivement, ça peut arriver que quand la personne exprime ça, l'autre personne va réagir. Exemple, va réagir en se mettant à pleurer, va réagir en disant que ça l'affecte, qu'elle n'accepte pas ça, qu'elle veut du respect. Tout ça, là, je veux du respect, j'accepte pas que tu me parles comme ça. Si jamais tu me dis ça une autre fois, je m'en vais. C'est de l'empowerment. La personne est en train de se solidifier face à l'autre pour lui dire l'impact. Ou bien, elle va réagir, mettons, avec des larmes aux yeux ou en arrêtant de parler. Et les billettes, là, moi, je peux refléter. Hein, le silence se reflète aussi. Ça semble vous affecter, Linda. Oui, parce que puis là, la personne va au cœur de ce qui la blesse là-dedans. Et on est des êtres humains. L'autre personne qui a exprimé le mot chargé ou la colère va l'entendre, ça aussi. Et ça peut lui faire prendre conscience de l'impact de son propos sur la personne. Encore une fois, permettre tout à coup un échange là-dessus et tout à coup s'en aller ailleurs. Et arrivent les micro-mouvements. Hein? Je pense, c'est-tu là que c'est-tu le moment? On dirait un film. Moi, je vois un film. Là. C'est bien excitant ton affaire. Mais là, est-ce que c'est là les micro-mouvements, le repérage des micro-mouvements? Hein? Ça, je me souviens, on avait parlé de ça. Là. Oui, mais ça, c'est lié à la présence attentive. Alors ça, les micro-mouvements, c'est omniprésent tout au long de la conversation. Donc, les personnes sont ensemble en train de se parler. Et moi, j'aime dire aux gens, j'ai un détecteur de micro-mouvements maintenant. C'est que cette transformation-là, pardon? Tu regardes les sourcils, tu regardes le visage, tu es très attentive au non-verbal, mais c'est aussi d'autres choses, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Le détecteur de micro-mouvements, en fait, on parle donc évidemment de la transformation du conflit, ou plutôt de la transformation de l'interaction conflictuelle, de l'interaction entre ces personnes-là. Hein? Et
dans les propos qui sont utilisés, dans les mots, tu sais, il peut y avoir un paquet d'informations. Tu sais, quand quelqu'un va avoir un mouvement de reconnaissance vers l'autre, des fois, ça peut être simplement que l'autre est en train de s'exprimer, puis la personne devant va faire « Ah oui, c'est vrai, ouais. » Mais là, ils repartent. Mais là, « Ah oui, c'est vrai, ouais. » C'est un micro-mouvement. La petite porte qui s'ouvre, là. C'est ça. On L'ouverture la à voit, la l'autre. brèche. Oui, La on brèche. voit. Alors, les micro-mouvements, ce que c'est que dans les propos, à l'intérieur même de leur conversation, il y a une multitude de signaux qu'eux ne peuvent pas nécessairement voir parce qu'ils sont pris dans leur conflit, dans leur tension. Mais moi, en les observant, en restant très connecté à ce qui s'exprime, je vois lorsqu'il y a des micro-mouvements vers... Je dis des micro-mouvements parce que c'est jamais... La transformation ne se fera pas d'un claquement de doigts. OK. On ne passe pas de A à Z à 0 à 100 ou de tout à coup je suis fermée, tout à coup je suis ouvert, tout à coup je suis déstabilisée, tout à coup je suis calme et confiant. Ça se fait graduellement. Il y a une évolution à l'intérieur même de la conversation. À mesure que je reflète une personne, à mesure que je lui donne l'espace pour s'exprimer, à mesure que l'autre, elle redevient de plus en plus confiante, se sent de plus en plus sécure. Et une fois qu'elle se sent plus confiante, plus sécure, elle est mieux à même de regarder l'autre, de l'entendre et de faire preuve de reconnaissance et d'ouverture à son égard. Mais tout ça se fait de façon progressive, en parallèle, à mesure que se déploie leur conversation. Alors moi, mon travail comme intervenante en résolution de conflits, c'est lorsque la personne exprime quelque chose qui lui tient à cœur, qui ne semble pas bien aller pour elle, c'est un signal pour moi, occasion de micro-mouvement. Je vais refléter la personne et en parlant, en recevant mon reflet puis en interagissant avec moi ou avec l'autre personne dans le cadre de la conversation, il y a une occasion excuse-moi l'anglicisme, de shifter de la déstabilisation à un petit peu plus de solidité, un peu plus de confiance, où il y a une interaction entre eux, ils sont en train de se parler, il y a quelqu'un qui propose quelque chose, puis tout à coup, l'autre personne dit « Non, je ne veux rien savoir. » Donc, vous ne voulez rien savoir. Et là, elle explique pourquoi. Une fois qu'elle a expliqué pourquoi, tout à coup, on comprend mieux, il n'y a plus de clarté. Puis là, tout à coup, la personne aussi est en train de se nommer, là, de regagner sa confiance, sa capacité. Et là, tout à coup, on entend l'autre qui va dire, ben, ah oui, je comprends mieux. Ah, micro-mouvement, je comprends mieux. Ah, il y a une tension qui descend. Ah, ils vont être prêts à regarder ensemble. Est-ce que tu les reflètes, les micros? Est-ce que tu fais une reformulation sur le micro-mouvement? À chaque fois que tu vois un micro-mouvement, est-ce que tu le fais comme mettre en lumière ou si tu es plutôt comme toi, tu le vois, puis... Je le reflète. Tu le reflètes parce que c'est encourageant? Ben, tout à fait. C'est encourageant pour nous comme intervenants aussi. Ça bouge vers quelque chose. Exactement. C'est encourageant pour nous. C'est important de les détecter, ces micro-mouvements-là, parce que moi, je le dis aux gens, parfois, on prend une pause, tu sais, à la fin de l'avant-midi, on s'en va dîner, on revient en après-midi, puis je leur dis, ça va bien. Ça va bien. Puis des fois, ça brasse. Là. Ils ne sont pas rendus très loin, mais au moins, les choses se nomment. Puis moi, je dis toujours, tant que ça bouge, c'est susceptible d'évoluer. Tant que ça bouge, tant qu'il y a du mouvement, ça va bien. Parce qu'on ne peut pas prédire la direction qu'ils vont prendre. Puis on apprend éventuellement à faire confiance au fait. C'est assez étonnant, en fait. Parfois, on arrive à un point où là, ça a l'air décourageant, puis tu sais, on dirait qu'ils ne vont pas y arriver. Puis moi, souvent, c'est dans ces cas-là où je suis le plus surprise parce qu'à un moment donné, on prend une pause, puis là, je fais une rencontre individuelle avec un, avec l'autre, puis on fait le point un peu. Puis là, tout à coup, il y a un moment qui se passe où là, il y a une reconnaissance, tout à coup, la tension descend, puis là, tu fais comme « Wow! » Puis là, le boni là-dessus, c'est que tu as l'impression vraiment qu'ils l'ont fait par eux-mêmes. Avec ton soutien, avec ton accompagnement. Mais la satisfaction est très, très grande, paradoxalement, là, parce que tu sens que c'est eux qui l'ont fait. Il y a quelque chose, tu te dis, ben, j'ai fait ma job. Ils sont fiers d'avoir arrivé à ça. Tu les as aidés, mais c'est eux qui ont fait le maximum. Et donc, les apartés sont possibles, les caucus, c'est possible. Est-ce que tu fais des entrevues individuelles avant, des rencontres ensemble? Toujours. Moi, j'en fais toujours. Je sais qu'il y a certains médiateurs qui ne vont pas toujours faire cette étape-là. Moi, je trouve ça essentiel personnellement, professionnellement, personnellement.
Je fais toujours des rencontres individuelles, oui. Tu les prépares à ton type d'approche aussi, parce que si une personne ne sait pas le travail du médiateur, peut être surpris s'il voit que le Oui, médiateur est comme fait des oui. reflets ou tout ça, mais Oui, donc, je leur explique. Je leur explique exactement ce que je vais faire. OK, Évidemment, la rencontre individuelle a plusieurs buts, hein. La première chose, c'est que je veux oui, entendre leur vision de la situation, oui, qu'est-ce qui se passe pour chacun, comment ils voient la situation, qu'est-ce qu'ils souhaitent, etc. Puis à l'intérieur même de cette rencontre-là, je fais beaucoup de reflets, soit dit en oui, passant. Et le but est aussi de créer un lien de confiance, hein, de créer une confiance avec le médiateur, la bien sûr. médiatrice. Et ensuite, dans un deuxième temps, je leur explique un peu plus mon approche. Là, je leur dis, c'est votre situation, c'est vous qui êtes mieux placé pour savoir ce que vous souhaitez, ce qui est important pour vous. Donc, c'est vous qui allez décider de quoi vous voulez parler, combien de temps, comment. Et moi, je vais être là avec vous, je vais vous accompagner puis vous soutenir là-dedans. Puis je Mhm. leur dis, je vais pouvoir refléter des choses que vous dites, résumer des points que vous avez abordés ou vérifier ce que vous souhaitez pour la suite. Là, je parle d'autres choses aussi. Là, je n'irai Oui, pas faire toute l'entrevue oui. maintenant. Non, non, ben c'est ça. Mais Mais oui, dans le fond, l'objectif ultime de la médiation transformative, c'est de transformer la relation. Qu'une relation conflictuelle se transforme et devienne d'autres choses. oui. Ben, en fait, l'objectif, dans un premier temps, je vais travailler sur les deux axes que j'ai mentionnés tout à l'heure, hein, c'est-à-dire favoriser des mouvements vers l'empowerment, vers plus un sentiment de compétence personnelle, de capacité, de confiance, et parallèlement développer l'ouverture à l'autre, tu sais, qui soit graduellement, qui passe vers plus de reconnaissance, d'écoute face à l'autre. Alors, je travaille sur ces deux axes-là et en résulte généralement une transformation de leur interaction. Alors, c'est Ah, comme ça que s'opère la transformation. OK, OK. Est-ce que des dossiers, puis là, le temps file drôlement, est-ce que Déjà, des types de dossiers où ce type d'approche va être moins bien reçu ou peut-être, je ne sais pas, moins approprié? Est-ce que, je sais oui, ben, pas, c'est une question qui est posée assez souvent. En fait, ça aborde, ça touche à un mythe qui a eu cours pendant un bon moment, qui a peut-être oui, encore cours, je ne sais pas. C'est de dire que l'approche transformative, c'est juste bon pour le relationnel. oui, Alors, en fait, mon expérience, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, en fait, tout type de problème ou de situation peut être abordé avec cette approche-là. Après ça, qu'une approche parle ou pas à des gens, à un intervenant en résolution de conflit ou aux participants à une conversation, ça se peut, que des gens vont préférer quelque chose d'un peu plus structuré, rationnel, où on ne fera pas de place aux émotions, ça se peut. Mais le désir des gens de pouvoir décider puis se nommer par eux-mêmes est très, très fort dans quelques situations que ce soit. On pourrait penser, par exemple, dans un domaine en affaires, où c'est des mhm, corporations qui sont en interaction, qui sont en litige, par exemple, on pourrait penser que peut-être ça a moins sa place. Mais en réalité, comme cette approche-là permet aux gens de décider de quoi ils veulent parler, comment ils veulent en parler, combien de temps, quel que soit le sujet, ils vont être capables, on va les accompagner là-dedans. S'il y a moins d'émotions, ben OK, il y aura moins d'émotions, puis on va refléter ce qui se dit tout autant, puis c'est une mécanique plutôt organique par laquelle ils vont échanger leurs points de vue, leurs arguments, leurs positions aussi. Hein? Tout va mhm. être abordé simplement de façon différente, à leur rythme et à leur façon. Donc, toutes les situations, tous les types de problèmes peuvent s'aborder. Puis j'aime aussi dire que même quand on parle de compagnies, d'organismes et tout ça, il n'en demeure pas moins que ces entités-là agissent et parlent à travers des êtres humains. Et Oui, c'est s'il y a sûr des... que quand tu vas dîner avec quelqu'un d'une entreprise, ce n'est pas une entreprise qui est assis au petit déjeuner, là. C'est un être humain qui est derrière les décisions. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain, oui. C'est Ouais, ça. Puis donc, oui. même si ce n'est pas personnel, le conflit, il peut arriver qu'il y ait de la frustration quand même. Hein? Les enjeux, pourquoi il y a des poursuites en commercial, il y a des bris de confiance là aussi, des bris de contrat, souvent entraînent des bris de confiance, etc. Je n'irai pas dans le détail de tous les scénarios possibles, mais c'est Ouais. ça. Mm. Bien, écoute, on a fait un beau tour. Je pense que les gens vont bien comprendre qu'est-ce que c'est la médiation transformative. Et puis, j'aimerais ça, ben, vous les inviter à se rendre sur ton site web
qui est Je peux le dire, www.mediationrh.com. Oui, médiationrh.com, c'est ça. C'est ça. Tu donnes de la formation. Les gens, s'il y a des médiateurs qui seraient intéressés à avoir de la formation, est-ce que tu peux donner de la formation, par exemple, des personnes voudraient se regrouper pour avoir de la formation ou de l'information ou des trucs comme ça? Bon, ben, absolument. Parfait. Oui. Puis tu donnes les cours. Est-ce que tu donnes les cours? Je sais que tu en donnais avec l'IMAC, l'Institut d'arbitrage. Est-ce que tu en donnes encore ou tu donnes. En fait, il y a eu un transfert. L'IMAC, maintenant, en grosse partie, du moins, là, a fait un partenariat avec l'Université de Sherbrooke dans son programme de formation continue. Maintenant, la formation va se donner. C'est en fait une primaire, si on veut le dire, va se donner dans le cadre du programme de formation continue de l'Université de Sherbrooke, là, le programme de prévention et règlement des différends, mais formation, pour l'instant, volet formation continue. Alors, la formation sur l'approche transformative va se donner là. Et je la donne en fait quelques fois par année dans diverses organisations et évidemment des groupes là, qui voudraient se former. Oui, c'est possible, tout à fait. Là. Bon. Puis tu fais partie des groupes de pratique aussi. Hein? Il y a des groupes de pratique un peu partout en Europe. Tu as dit que tu étais allé aux Pays-Bas, tu étais allé à différents endroits. En fait, c'est que j'anime, il y a un réseau, on a parlé des États-Unis, l'Institut aux États-Unis, on a parlé d'en Europe, mais on a formé un réseau francophone sur l'approche transformative du conflit qui regroupe des gens de la Belgique, de la Suisse, de la France, d'ici au Québec. Et j'anime, en fait, on est certains formateurs qui donnons moi, j'anime des groupes d'analyse de pratique qui regroupent des gens du Québec et de l'Europe. Il faut avoir été formé, avoir reçu la formation de base sur l'approche transformative minimalement. Et c'est super intéressant. Alors, il y a deux produits différents qui s'offrent. Là, c'est soit l'analyse de pratique, où on est des petits groupes de 4-5 personnes, puis chacun arrive un peu avec, tu sais, c'est pendant une année, 5 fois par an. Et on se retrouve le même groupe et on échange sur des situations de médiation que les gens ont pu vivre ou où ils ont eu à intervenir, puis comment ça s'est passé, puis comment ça aurait pu se passer autrement, les interventions ou pas qui auraient pu être faites, etc. Et il y a un autre produit qui est la médiation simulée, donc d'entraînement en ligne. Donc, les gens vont avoir 2 fois l'occasion de faire une médiation simulée. C'est tout par caméra interposée, là. Mais c'est la beauté. Hein, on est là maintenant. Hein? Maintenant, la pandémie nous a rendus très habiles. Et donc, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est francophone au niveau d'une association francophone pour soutenir la démarche. Oui, c'est parti des États-Unis, mais maintenant, on voit que la francophonie s'en mêle. Très contente de ça. Très, très contente. OK. Ben, écoute, je te remercie, Hélène. Je te remercie pour cette belle rencontre. Puis, je te souhaite beaucoup, beaucoup de conflits à régler. On le souhaite à personne, disons, mais c'est quand on finit une intervention, c'est toujours drôle. Hein? Les gens nous disent, bon, ben, prenez-le pas personnel, là, mais j'espère juste qu'on ne se reverra pas. Je leur dis, je le prends pas personnel. C'est toujours comme ça. Puis moi, je te souhaite des conflits, mais pour t'occuper, là. Bien sûr, bien sûr. Ça apporte tellement de satisfaction, en fait. C'est tellement porteur de sens de faire ça. Je pense que tu es à la même place que moi là-dessus. Là. Ça nous nourrit beaucoup de pouvoir intervenir de cette façon-là. Ben, je pense que les gens qui viennent à la médiation, c'est des bonnes personnes. Je vais nous flatter, mais c'est des bonnes personnes. Mais non, c'est des gens qui ont beaucoup de goût de contribution à la paix. On arrive à la médiation parce qu'on est porté très profondément par quelque chose, parce que ce n'est pas un travail qui est simple, c'est complexe, le conflit. Il y a toutes sortes de possibilités, toutes sortes de choses qu'on peut faire. Mais oui, quand il règle, on a participé à ça, mon Dieu, quelle valorisation, et c'est vraiment plaisant. Encore une fois, merci. Et puis, si vous voulez contacter, de toute façon, je vais mettre sous la vidéo, je vais mettre ton lien pour ton site. Alors, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup, Céline. Ça a été très agréable. Au revoir. Merci.